Bienvenue à Sur la piste du crime, le podcast True Crime franco-ontarien. Je suis René et je suis accompagné de mon épouse Mireille. Hi! Hey René, ça file comme si qu'on n'a pas enregistré depuis forever. Tu m'as pas laissé dire un compliment. Mais ça fait tellement longtemps, je me rappelais pas de ça. Si la beauté était un crime, Mireille, je serais obligé de te rapporter à la police. Oh my God! Oui, ça a rapport en plus. Ça a tellement rapport, mais c'est pas vrai. Mais t'as raison, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça fait depuis le 22 juillet pour nous autres. On a sorti des épisodes... Non, on a sorti un épisode au mois d'août, mais ça fait au-dessus d'un mois qu'on n'a pas enregistré. Vive les vacances! Mais je m'en ennuyais, là. Puis qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances? Ça va? On a fait bien des choses pendant les vacances. Tu sais pas? Bon, on a été au festival Pas de crime. Oui, c'est ça! On est allé à Montréal. Ah, c'était tellement une belle expérience. Puis on a failli pas y aller comme 2 fois. Oui, ça a passé proche. Mm-hmm. Parce que c'est tellement loin, c'était à 13 heures de route pour nous autres. Oui, oui. Puis, fun fact, Colin et Jennifer de Côté Sombre savaient où est-ce que c'était Kapuskasing. Oui, ça m'a surpris. Oui. Quand je parlais à Colin, j'ai dit d'où ce qu'on venait, puis là, il était « Oh my God, j'ai déjà été là! » Oui, puis plus qu'une fois, je pense, hein, qu'il disait. Ouais. Oui, trop drôle. C'est « It's a small world after all ». Non, je chanterai pas, là, je vais pas vous faire ça. On vient de perdre la moitié de nos auditeurs, là. Non, mais on a tellement eu une belle expérience. On a rencontré plein de gens. La journée a super bien commencé là, hein? Comme arrivé en ligne, tu sais, on est arrivé là vers 11h à peu près. 11h, 11h30, oui. Et puis, les portes ouvraient à 11h. On est arrivé 30 minutes d'avance. Et puis, il y avait peut-être 10-15 personnes en ligne avant nous autres. Puis aussitôt qu'on est arrivé, il y a quelqu'un d'enfilé. C'est Vicky de Sherbrooke qui dit « Hey, c'est Mireille et René de Sur la piste du crime. » Oui! Comme tout de suite en partant, quelqu'un nous a reconnus. Puis... Shout-out à Vicky! Oui, ça m'a surpris. Là. Je pensais qu'on avait un gros 2 auditeurs à peu près. Je sais. Et puis, on a rencontré plein d'autres gens aussi qui voulaient nous rencontrer. Mm-hmm. C'était le fun. Hein? Il y avait un Marc-André devant nous aussi, qui nous a serré la main. Allô, Marc-André? Oui, puis Marc-André, je m'excuse tellement là, parce que quand on a dit allô à Marc-André, puis ce que j'assume qui est sa blonde, j'ai demandé son nom, puis là, je m'en souviens plus. Ah! Je voulais faire un shout-out aux deux, là, même Marc-André et sa blonde. Là. On vous fait un shout-out aux deux. Oui. Puis aux 2 autres femmes aussi qu'on a parlé, là. Eux autres aussi, là, ceux qui nous ont parlé au moins 2-3 fois, là. Shout-out à vous autres aussi. Puis je me rappelle pas de vos noms, puis je m'excuse. C'est dur de se souvenir de tous les noms. Hein? On a rencontré tellement du beau monde. Après ça, on est allé souper avec la gang des petites frousses, puis crème glacée, puis Hélène de crème de bean. Ah oui. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est le fun de se faire inviter, puis de jaser avec les autres qui créent des podcasts aussi. Oui, shout-out à vous autres, puis shout-out aux girls des cas du crime aussi. C'était le fun de vous rencontrer, vous autres aussi. En a-tu d'autres? My God, on a tellement rencontré plein de monde. Il y en a beaucoup, là, je suis certain qu'on... distorsion. Ouais. On oublie, puis je m'excuse si qu'on vous oublie, puis si qu'on a oublié vos noms. Hey, tu sais quoi? Si on vous a oublié, puis on a oublié vos noms, envoyez-nous un petit message, puis on va vous dire un salut. C'est ça. Puis, René? Oui, Mireille? Tellement longtemps, puis je sais que celle-là, c'est un gros cas qui t'a pris bien du temps à écrire, puis c'est comme t'as quoi, 10 000 mots au-dessus de 10 000 mots? 10 218. 10 218, on va essayer toute la nuit. Effectivement. Donc, où est-ce que la piste nous amène aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'emmène sur la piste de Louis Riel. Ouh, Louis Riel, ça fait longtemps. Le 2 août 1885, dans une prison à quelques kilomètres au nord de Regina, un journaliste du Montreal Star rencontre le détenu Louis Riel. Il est condamné à mort. Le journaliste demande à Louis « Pourquoi avez-vous tué Thomas Scott? » C'est qui Thomas Scott, Mireille? Puis plus important, est-ce que Louis Riel l'a vraiment tué? Ce soir, je te raconte l'histoire du père fondateur du Manitoba, Louis Riel et l'affaire Thomas Scott. Puis là, vous allez me dire « Mais René, si Louis Riel a tué Thomas Scott, pourquoi que l'épisode s'appelle Louis Riel? Tous nos autres épisodes sont nommés après les victimes. » Ben, mon cher auditeur au singulier, je vais te raconter pourquoi c'est en fait Louis Riel qui est la victime là-dedans. Puis pourquoi que personne n'est coupable pour la mort de Thomas Scott. Puis là, numéro 2, Louis Riel,
Pour ceux qui ne le savent pas, c'est probablement la personne la plus étudiée dans l'histoire du Canada. C'est énorme, Louis Riel, puis par association, les rébellions de la Rivière-Rouge et du Nord-Ouest. À soir, je tente de vous raconter l'histoire de Louis Riel par rapport à Thomas Scott sans faire un cours d'histoire de politique canadienne. Et aussi, sans faire un jugement du traitement des Autochtones au Canada, parce que ça aussi c'est criminel, puis ça mérite plusieurs épisodes. Je vais sauter par-dessus bien des détails politiques, tout ce qui n'a pas vraiment rapport à Thomas Scott et Louis Riel. Fait qu'avec ça en tête, allons-y. Sinon, t'aurais fait un cours d'histoire 101. Ah, comme plus qu'un cours, je pense. J'ai du matériel pour au moins 3 autres épisodes là, déjà. Là. C'est immense. Comme le problème que j'ai d'habitude, puis que probablement que la plupart des autres personnes qui font de la recherche pour du true crime, là, c'est de trouver assez d'informations pour un cas. Oui. Mais là, avec Louis Riel, c'est qu'il y en a tellement, c'est faut que tu filtres laquelle que tu vas utiliser. T'sais. Il y a des centaines de livres là-dessus, l'Internet déborde d'informations. Fait que j'ai essayé de limiter mes sources un peu. Fait que mes sources pour le cas d'aujourd'hui, c'est le livre Riel, A Life of Revolution, le livre Aboriginal Peoples of Canada, 2 épisodes du podcast HI 101 par Adam Blesky, que je recommande beaucoup, le site web The Canadian Encyclopedia et puis le site web metismuseum.ca. Partie 1. La Rivière-Rouge. Louis Riel est né le 22 octobre 1844 dans une petite communauté qui s'appelle Saint-Boniface, dans la vallée de la Rivière-Rouge, là où se trouve maintenant la ville canadienne de Winnipeg. Il est le fils aîné de Jean-Louis et de Julie Lagimodière. Les 2 prochains enfants de Julie, Élie et Philomène, malheureusement meurent en enfance. Oh. C'est des temps difficiles et les Riel demeurent loin de la civilisation. Les grands-parents maternels de Louis, les Lagimodière, étaient des pionniers de la Rivière-Rouge. Marianne Gaboury, la grand-mère maternelle de Louis, avec son mari coureur de bois pour la Northwest Company Jean-Baptiste Lagimodière, était souvent la première femme blanche à atteindre des communautés du Far Northwest. En 1807, en voyageant au poste de traite de Cumberland House, une grande foule d'Autochtones l'attendait là pour voir de quoi avait l'air une femme blanche. Oh, wow! Il n'avait jamais vu ça. Ils la regardaient tous avec un air un peu craintif parce que, avant son arrivée, quelqu'un avait circulé une rumeur qu'elle était une genre de sorcière qui pouvait les tuer avec un seul regard. Apparemment, la rumeur avait été concoctée pour la protéger des Autochtones. Mais, de retour à Louis. Louis Riel, là, je pense que si tu demandes à pas mal n'importe qui a été à l'école au Canada, ils vont savoir c'est qui. Puis d'abord et avant tout, le détail qu'ils vont se rappeler d'eux, c'est que Louis Riel, c'est un métis. Oui. C'est quoi un métis? Eh bien, je t'emporte sur la première de plusieurs tangentes aujourd'hui. Tangente 1, les métis. Métis, c'est un terme qui vient du verbe latin miscere. Ça veut dire mélanger. En Amérique latine, les Espagnols disent mestizo. Originalement au Canada, métis, ça veut dire quelqu'un qui a un parent autochtone et l'autre français. Le mélange autochtone et anglais, dans ce temps-là, on n'appelle pas ça métis, on dit country born. Fait que métis, ça implique des racines françaises. Vraiment, hein? Ouais, je savais pas ça. Un autre terme utilisé pendant la traite des fourrures, c'est bois brûlé, qui apparemment est une traduction française du terme Ojibwa, que, je suis certain je vais mal dire, Wizak-Kotewan Niniwak, puis ça veut dire homme partiellement brûlé. No joke. Ojibwa puis pas Ojibwe? Comme des fois je lis Ojibwa, des fois je lis Ojibwe. Je suis pas certain de c'est quoi l'adjectif exact. Là, là t'es pas sérieux, là, le bois brûlé? C'est homme partiellement brûlé, c'est ça que ça veut dire. Là... Mais c'est les Autochtones qui ont inventé ce nom-là. Là. Ah, fait que eux autres sont brûlés, puis le mélange, comme quelqu'un qui est métis, c'est juste partiellement brûlé. Okay, j'ai jamais entendu ça. J'ai toujours juste pensé que c'était moitié-moitié. Fait que même dans ce temps-là, le monde y avait un peu de sens d'humour. Ah oui. Fait que si on parle d'Autochtones et de Français, il faut obligatoirement parler de la Nouvelle-France. Tangente de la tangente. La Nouvelle-France, à ses débuts, c'est majoritairement la traite de fourrure. La France, comme les Anglais, y envoyait pas mal juste des hommes dans le Nouveau Monde. Parce que, qu'est-ce qu'une femme ferait là-bas à faire la traite? Hein? Une femme qui travaille, how dare she? Pas croyable, une femme qui travaille, venez, voyons. Quel sacrilège. Hey. Fait qu'en Nouvelle-France, il n'y a pas beaucoup de Françaises. C'est un véritable sausage party. Samuel de Champlain dit « Nos jeunes hommes marieront vos filles et nous serons un seul peuple. » C'est la politique officielle de la colonie.
on est hésitant d'envoyer des grands nombres de personnes en Nouvelle-France pour bâtir un empire. Puis vraiment, là, le but de tout ça, c'est pas mal juste de faire de l'argent avec des fourrures. Il n'y a pas de grande vision de créer des nouveaux pays là-bas. Non, non, non. C'est une question d'argent comme toutes les autres choses dans l'histoire humaine. Au lieu, on encourage les hommes de se marier avec la population locale. Il n'y avait pas à envoyer des filles du roi? Ou c'est pas là? Quand il y avait un extrême manque de femmes, ils ont envoyé les filles du roi, mais pas avant qu'ils encouragent plein d'hommes à se marier localement. Ouais. Puis de toute façon, on a plusieurs qui sont morts dans le bateau, là, en se rendant là. Par conséquence, c'est pas mal toujours un homme français qui marie une femme autochtone. C'est un mariage aux coutumes locales. On appelle ça mariage à la façon du pays. C'est un mariage qui est souvent arrangé, à fin économique, pour améliorer les échanges commerciaux. Les chefs autochtones offrent des femmes en mariage aux Blancs et en retour, on établit des bons liens commerciaux pour l'échange de la fourrure. Les Autochtones trappent et échangent les peaux de castor contre des biens manufacturés en Europe. Les enfants de ces couples-là sont pas mal toujours parfaitement bilingues, ou même trilingues connaissant plusieurs langues autochtones. Et ils sont élevés dans les coutumes autochtones aussi. Ça fait d'eux autres des personnes extrêmement bien adaptées à l'échange commercial entre Autochtones et Européens. Mais la politique française de un seul peuple décourage l'émergence d'une identité métisse distincte pendant le régime français. Quand ça vient à la traite des fourrures, ça l'encourage la connexion avec le côté autochtone de la famille. Mais quand ça vient au conflit militaire contre l'ennemi commun du temps, les Anglais, ben là, on encourage l'identification avec le côté français. Donc, il y a des communautés mélangées qui émergent en s'identifiant plus comme autochtones et d'autres plus comme françaises. Pour mon histoire d'aujourd'hui, c'est les communautés métisses qui s'établissent dans le Far Northwest, éloignées de l'influence des colonies européennes à l'est du continent, qui permettent à une identité métisse de se cristalliser. Le Far Northwest, c'est l'intérieur du continent nord-américain, à l'ouest et au nord du lac supérieur. À l'intersection de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine, au site présent de la ville de Winnipeg au Manitoba, une telle communauté s'établit. Saint-Boniface est bien située parce qu'elle relie York Factory sur la baie d'Hudson avec Saint-Paul, Minnesota, plus au sud sur le fleuve Mississippi. OK, fait que Louis Riel, c'est un métis, né dans le Far Northwest. Une de ses arrière-grand-mères, la mère de sa grand-mère paternelle, était Chippewayan. C'est la seule trace généalogique qui lui donne son héritage métis. Donc, Louis, il est 1/8 autochtone. Hey. Mais métis, c'est pas une identité héréditaire aussi tant que c'est une identité culturelle. Les métis à Saint-Boniface et environ ont leur propre langue, le michif, qui est un mélange de cri et de français. Ils sont majoritairement catholiques aussi, mais ils gardent aussi plusieurs coutumes autochtones, comme la chasse au bisson, la fabrication du pemmican, etc. Ils sont véritablement une culture et un peuple distincts. Imagine-toi là, aux yeux des Anglais qui dominent le reste du continent, les Métis sont catholiques, yark, ils détestent déjà les Irlandais pour ça, sont français, encore pire, les hosties de français, ça cause juste du trouble au Bas-Canada avec leur rébellion. Ils veulent même pas se faire assimiler. How dare you? Puis en plus, ils sont sauvages. Parce que, ben, le monde sont racistes, c'est pas surprenant. Les Anglais sont pas plus fins que les autres. Non, vraiment pas. Le révérend William Cochrane, un anglican qui s'installe à la Rivière-Rouge près de Saint-Boniface en 1825, cache pas pantoute sa croyance que les Anglais sont la race dominante du continent. Il dit des Autochtones et des Métis, je cite, « Ils sont immoraux, capricieux, intraitables, indolents, insensibles, orgueilleux, capricieux, extravagants, ingrats, imprévoyants et négligents. La chasse au bison, le commerce de la fourrure et la pêche sont tous des passe-temps pour les sauvages catholiques indolents. Un chrétien pieux consacrerait sa vie à cultiver la terre et à élever sa nombreuse progéniture. » Ah, mon Dieu. C'est pas drôle, la progéniture. Faut pas dire non à la famille. Oh boy. Fin de la tangente métisse. C'est vrai, t'es dingue sur une tangente, t'as même pas commencé encore. Fait que Louis est né à l'extérieur de la colonie du Canada, dans un territoire appelé Terre de Rupert. Mais c'est quoi la Terre de Rupert au juste? Fait que tangente 2, la Terre de Rupert. Oh, misère. Un autre. 2 coureurs de bois français au milieu du 17e siècle,
Pierre Radisson et Médard Desgroseilliers apprennent à travers leurs contacts CRI que les meilleures fourrures sont au nord et à l'ouest du lac supérieur, ce qui est pas mal plus loin que l'étendue de la traite française à ce temps-là. Radisson et Desgroseilliers explorent vers le nord jusqu'à la baie d'Hudson et font quelques découvertes. Premièrement, les Anglais sont déjà là. Cause. Les Anglais ont réussi à se rendre à la baie d'Hudson par voie maritime. Deuxièmement, il y a des centaines de rivières et des cours d'eau qui coulent vers la baie d'Hudson, ce qui rend l'endroit idéal pour la traite. Parce que le transport maritime, c'est la façon la plus facile de se déplacer et à transporter des biens. Bref, ils ont trouvé le jackpot. Radisson et Desgroseilliers, ils reviennent avec des centaines de fourrures qui ont échangé avec les Autochtones pendant leur voyage à la baie d'Hudson. Le problème avec tout ça, c'est que les Français ont besoin d'une licence pour faire la traite. L'exploration de Radisson et Desgroseilliers, ça a été faite sans la permission des autorités. Leur licence de traite est révoquée, ils reçoivent une amende, puis les fourrures qu'ils ont obtenues sont confisquées. Radisson puis Desgroseilliers sont comme « What the fuck, man? » Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, Mireille? Ben, ils vont juste s'en aller comme des bons petits garçons. Voyons, on va pas se rebeller, certains. Radisson et Desgroseilliers vont voir les Anglais puis ils leur disent « On a une bonne proposition d'affaires pour vous autres. » Ou plutôt « Hello, good sir. Might we propose you a profitable business venture? » J'aime ton accent. J'essaie. On sait que les Anglais n'aiment pas trop les Français dans ce temps-là, mais ils aiment assez l'argent pour oublier tout ça quand ça vient aux affaires. En Angleterre, Radisson et Desgroseilliers se trouvent un partenaire, le prince Rupert du Rhin, cousin du roi Charles II. Le prince Rupert, lui, ça lui tente de se mettre riche avec des fourrures. Il recommande les deux Français au roi, puis plusieurs autres aristocrates anglais investissent pour former une nouvelle corporation. C'est un peu semblable à une corporation moderne, sauf qu'au 17e siècle, ça prend une proclamation royale pour incorporer une compagnie. La compagnie qu'ils fondent, c'est la compagnie la plus ancienne de l'Amérique du Nord, et elle existe encore aujourd'hui. Oui. Sais-tu de quelle compagnie qu'on parle, Mireille? Je pense que je l'ai déjà dit dans le texte. Oui, t'avais dit ça. C'est ça. En 1670, le roi d'Angleterre alloue la charte de la compagnie de la baie d'Hudson, sous la gouvernance de son cousin, le prince Rupert. On l'appelle un gouverneur, puis on peut peut-être penser anachronistiquement que c'est un gouverneur dans le sens colonial, mais non, c'est plus comme le directeur général de la compagnie, le CEO. La charte sous la loi anglaise donne à la compagnie baie d'Hudson un monopole de la traite des fourrures sur l'entièreté du bassin versant de la baie d'Hudson. Je vais mettre une image sur notre page Facebook qui montre l'étendue du territoire, mais c'est énorme. Ça inclut la plupart du nord du Québec et de l'Ontario, provinces canadiennes qui n'existeront pas pour un autre 200 ans. Ça inclut aussi la plupart des territoires qui deviendront éventuellement les provinces canadiennes du Manitoba, de la Saskatchewan puis de l'Alberta. Ça s'étend même aux États-Unis, dans ce qui est maintenant le Minnesota, le North Dakota et puis le Montana. C'est 3,8 millions de kilomètres carrés, un tiers du Canada moderne. Ou, pour comparer avec un pays européen, 6 fois la superficie de la France, puis, parce que je veux faire mon comique, 125 fois la Belgique. 125 fois. Le territoire de la compagnie, qui est sous monopole commercial, on l'appelle Rupert's Land, la terre de Rupert. Ça sonne comme une annexation de territoire, mais ça ne l'est pas. Sur bien des cartes de l'époque, on va incorrectement mettre ce territoire-là dans l'Empire britannique. Légalement, c'est pas un territoire anglais. C'est seulement un monopole sur le territoire pour les Anglais. En d'autres mots, les sujets anglais, à moins qu'ils sont employés de la compagnie baie d'Hudson, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit en termes de commerce de fourrure sur ce territoire-là. Il y a plein de littérature qui fait croire que c'est un territoire anglais, mais non. C'est très important pour mon histoire. C'est pas un territoire anglais. La couronne anglaise n'appartient pas au territoire. La terre de Rupert, comme le reste de l'Amérique du Nord, est habitée par des milliers de personnes déjà. Algonquins, Cris, Anishinabés, puis plein d'autres. Sont tous plus ou moins prêts à faire de l'échange commercial avec qui que ce soit, les Français ou les Anglais. Il y a quand même plusieurs exemples de bonnes relations commerciales, même si c'est pas toujours rose. Ceci, ça mène à une concentration des Autochtones près des cours d'eau, près des postes d'échange, appelés factories, là où un Autochtone peut aller vendre les peaux qu'il a attrapés en échange de biens manufacturés. C'est factories dans le sens de facteur, comme échangeur, c'est pas une manufacture de rien. Là. En anglais, des fois, ils disent trading post. C'est un terme qu'on voit encore des fois sur des magasins généraux dans le Nord.
Important aussi, c'est que les Anglais n'ont pas la permission d'acheter des terres dans la terre de Rupert. Ils peuvent s'installer sur une parcelle de terre, puis la compagnie va noter dans ses livres qui l'occupe, mais c'est pas comme une appartenance légale. Puis le concept moderne de propriété privée, ça n'existe pas vraiment dans ce temps-là encore. Ça va venir plus tard avec l'évolution du capitalisme. Puis en plus, la compagnie n'a pas le mandat d'établir une colonie non plus. Elle peut juste bâtir des forts et des postes d'échange, seulement ce qui est nécessaire pour faire la traite de fourrure. Je ne veux pas donner l'illusion que c'est tout rose non plus, mais c'est quand même pas pire pour tout le monde cet arrangement-là. Les Autochtones peuvent profiter de la trappe, puis les Blancs, ils n'ont pas techniquement le droit d'aller s'installer là. Je pense qu'il disait poste de traite. Je pense que ça se dit. J'ai lu toutes sortes d'affaires, comme poste de traite, factory. Il y a toutes sortes de noms différents. Comme ça, souvent, ça dépend de si l'écrivain était anglophone ou francophone. OK. Il y en a encore un gros à... je sais pas s'il est encore là, mais il y en avait un gros à French River, à Rivière des Français, un trading post. Il y avait une petite annonce, là. Look out, don't miss the French River trading post. Quelque chose comme ça. Tu peux trouver des cartes de la compagnie de la baie du Son sur l'Internet qui montrent tous les postes, tous les trading posts que la compagnie avait, puis il y en a des centaines de partout, là. Ah, mais il y en oui. avait un à Matthäus. Ah ouais. Genre comme 300 ans l'an passé, là. De toutes les places. C'est à cause que la Mississauga, c'est une des plus grandes rivières dans le Nord. Hein, C'est vrai. Fait que tout ça pour dire que la compagnie de la baie du Son a un monopole commercial sur la terre de Rupert en traite de fourrure. Plus tard, après la guerre de la Conquête, quand les Anglais capturent la Nouvelle-France, le roi d'Angleterre émet la proclamation de 1763 qui empêche toute colonisation anglaise à l'ouest des montagnes Appalaches et à l'ouest du bassin versant des Grands Lacs. La proclamation est importante parce que c'est légalement la première reconnaissance des terres autochtones, avant même que la plupart de leurs terres soient incorporées dans les États-Unis ou le Canada, deux pays qui n'existent encore pas en 1763. Fin de la tangente Terre de Rupert. Hey, tout ça, Mireille, puis on est encore à la naissance de Louis Riel. Aïe, aïe. Il n'y a plus de tangente, je te le promets. On a assez de background pour commencer l'histoire. OK. Partie 2. Le petit séminaire. Louis Riel, c'est un petit gars aux cheveux épais bruns, avec des grands yeux très sérieux. Il est tranquille, intelligent et très introspectif. Quasiment trop pensif et attentionné pour son âge. Sa sœur Henriette dit qu'il a l'habitude de toujours donner son dîner aux Autochtones pauvres qu'il rencontre en marchant à l'école. Oh! Il dit rien à personne, il préfère avoir faim le reste de la journée. Tellement que sa mère demande à la femme de ménage de l'évêque Alexandre Taché si elle peut nourrir Louis quand il est à l'école. Attends, là, wow. À la femme de ménage de l'évêque. Donc, il va à l'école là. Oui, c'est une école religieuse. Oui. Puis là, elle demande... Elle dit, ouais, mon petit gars, il donne toujours son lunch, tu peux-tu le nourrir Oh! quand il est à l'école? Parce que par le temps qu'il arrive là, il a donné son lunch. Oh, cute. OK. Fait que Louis va à l'école, enseigné par les Sœurs Grises, dès l'âge de 9 ans. L'année d'ensuite, des frères religieux arrivent à Saint-Boniface et fondent une nouvelle école. Louis est un des premiers étudiants chez les frères. Là, il reçoit une éducation classique de l'époque. L'évêque Alexandre Taché remarque l'intelligence et le potentiel de Louis à l'école. Qu'est-ce que ça fait un petit gars intelligent à cette époque-là, Mireille? Ça devient un prêtre. Ça fait un prêtre, ben oui. L'évêque Taché pense que Louis ferait un bon prêtre. Juste avant sa fête de 13 ans, l'évêque donne à Louis l'accès à sa bibliothèque personnelle, là où il passera d'innombrables heures à étudier la philosophie et la littérature. Au printemps 1858, l'évêque Taché informe Louis et ses parents que Louis pourrait étudier au Petit Séminaire à Montréal, l'un des meilleurs collèges du Bas-Canada. La bourse est fournie par Madame Masson, la doyenne d'une famille riche du Bas-Canada, du Québec. 4 garçons sont choisis par l'évêque pour aller étudier à Montréal en tout. Mais il y en a juste 2 qui vont finir par y aller et rester là. Il y en a un qui va repartir chez lui assez vite parce qu'il s'ennuie. Puis l'autre, il n'ira pas pantoute parce qu'il faut que les garçons restent à Montréal pendant de 7 à 8 ans pour compléter leurs études. Hi! Sans aucun voyage de retour, même pendant l'été. Oh, ça, ils peuvent pas voir leur famille pendant 8 ans? Non, eux autres restent à Saint-Boniface, comme je t'ai dit. C'est comme un suburb de Winnipeg à cette heure, ça. Oh, oui. Puis il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien. Là, fait. Puis je vais l'expliquer, là, le voyage, c'est vraiment long. Là, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas revenir. Oh, c'est vraiment triste, ça.
En 1858, c'est toute une aventure de se rendre à Montréal à partir de Saint-Boniface. Il n'y a pas de chemin de fer vers l'Ouest canadien, pas pour plusieurs dizaines d'années encore. Louis, les autres garçons et leurs accompagnateurs caravanent pendant 28 jours vers le sud, tirés par des bœufs, vers Saint-Paul, Minnesota, aux États-Unis, à plus de 600 km de Saint-Boniface. Par des bœufs. Ça prend 28 jours. Même pas à cheval. Le Minnesota vient tout juste de devenir un État américain le mois d'avant. Aïe, aïe. Puis Saint-Paul, c'est une ville de frontière de l'Ouest américain. De là, ils prennent un bateau sur la rivière Mississippi jusqu'à Prairie-du-Chien, au Wisconsin, pour finalement rejoindre un chemin de fer. Ensuite, ils prennent le train jusqu'à Chicago, Détroit, et finalement, ils arrivent au Haut-Canada, en Ontario. En tout, ça prend plus de 5 semaines de voyage à travers les États-Unis et la province du Canada pour se rendre au petit séminaire à Montréal, au coin des rues Saint-Paul et McGill. Louis est là pour étudier pendant 8 ans. Hey. 8 ans sans retourner chez lui à Saint-Boniface. Au petit séminaire, la routine est stricte et monotone. Le curriculum du collège n'aurait pas semblé déplacé dans la France du 17e siècle. C'est une éducation classique, fondée sur la littérature et la philosophie grecque, romaine et française. Et bien sûr, la religion catholique. C'est tellement éloigné du modernisme et de l'industrialisme du 19e siècle que les journaux ne sont pas permis pour ne pas corrompre les étudiants. Ouais. Aïe, aïe. Si tu pouvais voir mes yeux. C'est une éducation qui produit une classe moyenne pleine d'avocats, de docteurs et de politiciens, mais très peu de businessmen ou d'industrialistes, qui auraient été pas mal importants au milieu du 19e siècle. Louis est un des meilleurs étudiants de sa classe. Il est très populaire à l'école, puis il se fait plusieurs amis. Les autres élèves le voient comme un exotique, un spécimen du Wild West parmi eux. Un jeune homme de si loin qui a vu les cheveux longs des Sioux, des Blackfoot et d'autres guerriers sauvages. J'ai pas lu en nulle part qu'il aurait fait face à du racisme à l'école, ce qui honnêtement me surprend beaucoup. C'est ici au petit séminaire que Louis se met à écrire de la poésie, ce qu'il fera pour le reste de sa vie. Il existe beaucoup de livres de sa poésie qu'on peut acheter, encore aujourd'hui. Et puis, Louis passe ses étés dans le manoir des Maçons à Terrebonne, la famille qui finance son éducation. Partie 3. L'abandon. En février 1864, pendant que Louis est dans sa 6e année d'études, il reçoit des nouvelles de Saint-Boniface. Son père, Jean-Louis, est décédé subitement, après une courte maladie douloureuse, à l'âge de 46 ans. Oh. Louis est complètement bouleversé par la mort de son père. Il devient délusionné avec la prêtrise et se met à rébeller un peu contre le collège. Ouais. C'est aussi alentour de ce temps-là que Louis rencontre une jeune femme, Marie-Julie Guernon. C'est le coup de foudre total. Il écrit plusieurs poèmes à propos d'elle. Il y a toutes les raisons du monde pour qu'une jeune femme comme Marie tombe amoureuse de Louis. Non seulement il est charmant, mais son vocabulaire a juste assez de patois de la Rivière-Rouge pour le rendre exotique. Mm-hmm. Il pourrait être n'importe quel fils d'une famille riche canadienne-française, justifié par son niveau d'éducation. Ça lui donne beaucoup de potentiel pour une profession à bon salaire. Mais tout ça, ça change rien pour les parents à Marie. Oh. Pour eux, Louis, c'est un mixed blood. Oh my gosh. Un métis, un sauvage. Ils n'approuvent pas pantoute que leur fille soit avec un métis. Il l'est même pas vraiment. Il est 1/8. C'était son arrière-grand-mère qui était autochtone. Puis, tu sais, tu penses arrière-grand-mère, l'âge des générations, puis les gens, comme souvent, décèdent plus jeunes dans ce temps-là. Il l'a probablement même pas connu. Ah ben non. Ben non. Wow. Puis c'est pas comme que les Garnons sont de la haute classe non plus. Le père, c'est un ouvrier, puis il vit dans une maison de bois avec sa femme et ses enfants. Aucun de ses 10 enfants sont et ne seront aussi bien instruits que Louis l'est. En plus. Les chances que Marie épouse quelqu'un avec un avenir plus prometteur que le jeune Riel semblent impossibles. C'est purement du racisme qui les motive. Mais Louis et Marie continuent de se voir à la cachette. Depuis que son père est mort, Louis, là, l'école, ça l'intéresse de moins en moins. Par la fin de l'année 1864, Louis décide qu'il va abandonner ses études. À chaque fois que tu dis des dates, tu me fais rire. 64 au lieu de juste 64. Tu venais de rire de mon accent? Ah, au pas de crime, il y a... 64!
64. Pas de crime, je me suis fait dire ça aussi. Ben oui. Un accent. Non, c'était tout le reste du monde au Polkin qui avait un accent. C'est vrai. OK, fait que Louis décide qu'il va abandonner ses études. Il hésite un peu, mais rendu en mars de l'année suivante, seulement à 4 mois d'obtenir son baccalauréat, Louis informe le collège qu'il abandonne. Il était juste à 4 mois? Oui. Come on, là. T'avais terminé. Ah ben. Moi, je pensais plus à cause de la fille. Ben, peut-être. Comme Yeah. Tu sais pas où est-ce qu'ils l'ont rencontré? Les Guernon, c'était les voisins de comme une de ses tantes qui restait encore à Montréal, je pense, quelque chose de même. OK. Il me semble que c'est ça que j'ai lu. Je suis pas clair là-dessus. Là. OK. Après, il cherche un emploi à Montréal. Il envoie plusieurs lettres au ministre Georges-Étienne Cartier. Oui, le même Georges-Étienne Cartier, père fondateur du Canada, que vous avez connu dans vos cours d'histoire au secondaire, demandant pour un emploi dans son cabinet ministériel. Mais Louis ne recevra jamais de réponse. Louis trouve éventuellement un emploi en tant que notaire dans la firme d'avocats Laflamme, Huntington et Laflamme. Excuse. Cossette, Guenette et Goyette. Il continue de fréquenter Marie Garnon à la cachette et le 12 juin 1866, Marie et Louis signent un contrat de mariage sans le consentement des parents à Marie. Oh! Sacrilège! Ben oui, t'avais besoin du consentement du père dans ce temps-là. Les parents sont furieux et font absolument tout pour empêcher le mariage. Ben, trop tard. Puis malheureusement, ils parviennent à convaincre leur fille de changer d'idée. Non! Louis est dévasté. Il peut pas épouser la femme qu'il aime. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-mère est Chippewa. Colin! Oh, ça, c'est vraiment triste. Après l'échec avec Marie, Louis décide de partir de Montréal. À 22 ans, il est maintenant l'homme de la famille Isti. C'est lui le plus vieux, puis il devra prendre soin de ses frères et sœurs. Louis repart vers le Far Northwest, vers chez lui, vers Saint-Boniface. Partie 4. Le retour au bercail. Louis ne veut pas retourner chez lui les poches vides. Il arrête d'abord à Chicago pour travailler environ 1 an, ramasser de l'argent pour sa famille. À l'été 1867, il part de Chicago, puis il continue jusqu'à Saint Paul, Minnesota. Il continue de chercher la fortune en affaires, mais sans trop de succès. Il écrit beaucoup de poésie, puis il écrit à sa famille constamment. À l'été 1867, il y a quelque chose d'important qui se passe, Mireille. Sais-tu? Ah. Si je le dis, je vais sonner conne, je pense. Si tu le dis, hein? Ben, c'est à cause que j'ai peur que comme j'ai pas la bonne réponse. Non, mais c'est pas grave, voyons. C'est juste moi et toi. Puis nos 450 000 auditeurs. Non, c'est tous singuliers. On a juste un auditeur. À la l'été... Confédération? Oui, c'est ça. Oh! C'est la Confédération du Canada. OK, je suis pas si dumb que ça. Ben, on t'est pas dumb, voyons donc. Je veux pas m'acharner sur la politique de la chose, mais je veux juste en parler juste assez pour scraper ton fat à la tapouette. C'est pas la belle histoire rose qu'on apprend à 10-12 ans à l'école. C'est plutôt une histoire de magnat des chemins de fer qui cherchent à se mettre riches. C'est plutôt une histoire de se dépêcher à saisir tout le territoire à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique avant que les Américains le prennent pour eux autres. Ben, certain. Les Américains ils ont une doctrine qui s'appelle Manifest Destiny. Puis ça veut essentiellement dire que tout le continent leur appartienne. Fait que tassez-vous de là. Puis juste pour se placer historiquement encore plus, en 1867, ça fait juste 2 ans que la guerre civile américaine est terminée. Fait que Louis travaille à Saint Paul, Minnesota pour environ 1 an. Puis finalement, en juillet 1868, 10 ans après son départ vers le collège quand il avait 14 ans, il retourne chez lui à Saint-Boniface. Il se met à cultiver immédiatement pour aider sa famille. En janvier 1869, il parvient à se procurer un lot de 84 acres à côté du lot de sa famille. Plusieurs métis s'avaient mis à revendiquer des terres en dehors de la zone officiellement arpentée par la Compagnie de la baie d'Hudson, en anticipant que plusieurs colons blancs arriveraient bientôt dans la région. Louis Riel fait comme les autres et se revendique lui aussi des terres sur le long de la rivière Seine. Bon, pourquoi que les colons blancs s'en viennent? Hein? Décaissés. Depuis la fin des années 1850, quand 2 expéditions anglaises avaient découvert et annoncé que les terres de l'Ouest étaient très fertiles, un nombre croissant de colons du Haut-Canada, incluant un grand nombre d'orangistes, commençaient à s'installer et fonder des petites communautés anglophones dans la vallée de la rivière Rouge. Les orangistes,
c'est une société clandestine dédiée à préserver la suprématie britannique partout où ils vont. Tout simplement, c'est une organisation de racistes, de suprémacistes blancs, d'intolérants, d'anticatholiques et de fanatiques anglophones protestants. Comme sérieux, les orangistes, ça donne un gros vibe de Ku Klux Klan. Oui, mais j'ai jamais entendu parler de ça, les orangistes. Pareil, non, orangistes. Je sais pas d'où ça vient, puis Ouais. comme honnêtement, là, c'est une gang de caves, ça m'intéresse pas d'apprendre pour les autres. Là. Mais il y en avait beaucoup de ça en Ontario. Ah, oui. Il me semble qu'ils ont parlé de ça à l'école un Je peu. me rappelle pas de Quand ça j'étais du jeune. tout. Mais... Moi, j'avais déjà entendu ça, puis je savais que c'était du monde qui aimait pas les Français. Là. Ils ont-tu des petites capes avec des petits chapeaux oranges? Je sais pas. Les orangistes ont deux buts principaux en s'établissant dans l'Ouest. Faire une fortune avec les terres et s'assurer que l'Ouest canadien soit une extension blanche, anglaise et protestante du Haut-Canada, de l'Ontario. Hey. La terre de Rupert, c'est habité par des half-breeds misérables, dans les mots exacts de Sir John A. Macdonald, le premier ministre du Canada. Il a dit ça? Je vais t'en sortir d'autres choses que Sir John A. Macdonald a dit. Aïe. Il y a une raison pourquoi que le monde veut enlever ses statuts. On va brûler nos Saint-Bias. C'est une opinion partagée par la plupart des Canadiens, encore plus fortement chez les Anglais. Les avantages économiques de s'étendre vers l'Ouest sont évidents, mais aussi, en inondant l'Ouest avec des colonisateurs anglais et protestants, on pourrait finalement gagner le dessus politiquement contre les Canadiens français, les maudits Québécois. Rappelle aussi que le Canada a juste 1 an quand lui retourne à Saint-Boniface. Pour les journaux propagandistes du temps comme le Toronto Globe, annexer la terre de Rupert dans le Canada devient une véritable croisade. Les orangistes et les autres Anglais pro-Canada qui s'établissent à la Rivière-Rouge, parmi les métis, on vient qu'à les appeler le Canadian Party, le Parti canadien, parce qu'ils veulent l'annexation canadienne du territoire. Pour le reste de l'histoire, quand je parle de Canadiens à la Rivière-Rouge, c'est d'eux autres que je parle. Fait que garde ça en tête quand je vais dire Canadien dans le reste de l'histoire. Pro-Canada, imagine. Un de ces orangistes ontariens qui s'établit là est le docteur John Schultz, personnage que vous allez apprendre à détester. Depuis la Confédération en 1867, le Canada négocie avec la couronne britannique et la Compagnie de la baie d'Hudson pour annexer la terre de Rupert. Les partis viennent qu'à s'entendre. Le jeune pays du Canada achètera la terre de Rupert pour la somme de 300 000 livres sterling, qui est environ 60 millions de dollars aujourd'hui. Une bonne deal. La terre de Rupert sera annexée en tant que territoire du Nord-Ouest le 1er décembre 1869. Mais il y a juste comme un petit problème avec ça. La terre de Rupert, c'est pas à la Compagnie de la baie d'Hudson de la vendre. Ouais. Parce que la compagnie l'a jamais appartenu. Ils ont simplement eu le monopole de la traite de la fourrure sur le territoire. Aucun résident métis ou autochtone de la Rivière-Rouge, qui forme la majorité des habitants du territoire, n'ont été consultés par qui que ce soit pour l'achat de leur terre. Personne vient leur annoncer non plus. Aucun communiqué officiel, aucun émissaire du gouvernement. Fuck all. So, ils se sont fait 60 millions d'une façon. Non. Non? La Compagnie de la baie d'Hudson se fait payer. Oui, c'est ça que je dis. So, la compagnie Oui. se fait payer 60 millions, mais il n'y avait rien à vendre. C'était même pas à eux autres. C'est ça, oui. Les Matisses apprennent par bouche à oreille qu'ils ont été vendus d'un propriétaire à un autre comme des animaux. Partie 5. La résistance. Le Canada veut rapidement s'affirmer dans la région. La construction du chemin Dawson, reliant la Rivière-Rouge à Thunder Bay à l'extrême ouest du lac supérieur, va aider à établir une présence canadienne. Mais je te le rappelle, ça ici, c'est avant l'annexion officielle. La Compagnie de la baie d'Hudson proteste, parce que construire un chemin, c'est encore sa juridiction jusqu'au 1er décembre. Mais elle comprend très bien que la fin de son mandat s'approche. Les Métis de la Rivière-Rouge, eux, perçoivent les travailleurs construisant le chemin comme des envahisseurs. Surtout que plusieurs d'entre eux se revendiquent des terres sur le long du chemin qu'ils construisent. Ils n'ont absolument aucun droit de faire ça. Ils sont Canadiens, eux, et les terres qu'ils revendiquent sont à l'extérieur de leur pays, à l'extérieur du Canada. Seulement quelques Métis sont engagés pour construire le chemin. La grosse majorité des travaillants sont des Ontariens. Parmi eux, Thomas Scott. Tu te souviens du nom? Le gars que je vais haïr? Thomas Scott,
c'est lui qu'on se pose la question si Louis Riel l'a tué. Oh oui, excuse, non, c'est l'autre, là. Ça, c'est John Schultz. Ouais, excuse. Tu vois toutes les haïr, c'est pas grave. Ah bon. Après rien que 2 jours sur le chantier de construction, Thomas Scott exige de se faire payer ses frais de déplacement vers l'ouest, ce qui ne fait pas partie du contrat de travail à personne. Quand le patron Jon Snow refuse, Scott et quelques autres losers font la grève. Jon Snow. Après 2 jours, Jon Snow plie et pour que le travail résume, offre de payer les frais de déplacement. Mais Thomas Scott, puis tu vas le voir de plus en plus, c'est un esti de merde, après avoir gagné ses frais de déplacement, il veut maintenant être payé pour les 2 jours d'ouvrage qui étaient en grève. Ben là. Évidemment, Snow refuse, puis cette fois-ci, Thomas Scott sort un revolver et le pointe directement sur la tête de Jon Snow. Mon Dieu. Fou, lui. Scott et ses chums forcent Snow violemment vers la rivière et le menacent de mort. Aïe, aïe. Heureusement, 2 métis ont vu ce qui se passait et ils réussissent à sauver Jon Snow. Snow paye la somme d'argent à Thomas Scott pour se débarrasser de lui le plus vite possible. Mais une fois que la scène se conclut, Snow se rend au juge de paix à Fort Garry, fort de la compagnie de la baie du Son. Scott est trouvé coupable d'agression physique et est ordonné de payer une amende. Puis, évidemment, Jon Snow le congédie. En sortant de la cour, Thomas Scott dit « J'aurais dû le lancer dans la rivière. Au moins, je l'aurais eu pour mon argent. » Oh my God. C'est pas la dernière fois que Thomas Scott va brasser la merde. Pour être objectif, il y a des sources qui disent que Scott se révolte justement contre le gros méchant Snow qui ne veut pas payer ses employés. C'est un parfait exemple de propagande cherchant à noircir n'importe quoi au sujet de Louis Riel. OK. Un nouveau personnage. William McDougall. C'est lui qui est désigné par le gouvernement canadien pour être le premier lieutenant-gouverneur du territoire du Nord-Ouest. Il est vraiment pressé d'ouvrir l'Ouest canadien à la colonisation anglaise et protestante. McDougall veut faire arpenter les terres de la Rivière-Rouge le plus vite possible. Mais, à peu près tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée. Le gouverneur de la Compagnie de la baie du Son aussi, William McTavish, qui vit là parmi les Métis, lui dit que c'est une très mauvaise idée de faire ça. McDougall se fait dire « Si vous voulez garder une tête sur vos épaules, allez pas là arpenter le territoire. » Et of course, il écoute pas. Mais McDougall, c'est non. une merde, il s'en calisse des Métis. C'est ça. Fait qu'il ordonne l'arpentage des terres contre l'avis d'à peu près tout le monde. Des terres que, je te le rappelle, sont habitées par des Métis depuis longtemps. Des terres séparées en longues bandes seigneuriales, pareilles comme au Québec. La gang de McDougall, eux, s'en viennent arpenter ça à l'anglaise. Des terres carrées. Oh, René! C'est même pas une joke. Non, mais ça sonnait tellement comme une joke. Fait qu'ils s'en viennent séparer le territoire en terres carrées, Ouais. puis le territoire il est déjà séparé en grandes terres rectangulaires comme au Québec. Comme des seigneuries, ouais. C'est ça. Sans aucune considération pour les terres qui existent déjà là. Ils vont littéralement dessiner par-dessus les divisions de terrain qui existent déjà. Ben voyons donc. C'est pas à vous autres. Les Métis demandent des documents légaux du Canada, documents qui serviraient à reconnaître leurs revendications aux terres qu'ils habitent depuis longtemps. Documents qui, tu l'as deviné, n'arriveront jamais. N'existe pas, ouais. Pour planifier leurs terres carrées, les arpenteurs doivent en premier identifier les méridiennes. C'est des lignes imaginaires qui traversent le globe de nord au sud. Le 11 octobre 1869, sur la terre du métis Édouard Marion, André Naud aperçoit une équipe d'arpenteurs qui cartographiait une méridienne. Là, je te le rappelle, c'est le 11 octobre, puis le territoire, il ne fait pas partie du Canada avant le 1er décembre. Uh-oh. Ouais. André les confronte. « Hey, vous êtes sur la terre à Marion, sortez d'ici. » Mais les arpenteurs répondent « We're sorry, we don't speak the French. » The French. Insulté, André part à cheval pour aller chercher de l'aide. Il revient une trentaine de minutes plus tard avec 16 hommes. L'un d'eux est son cousin, Louis Riel, qui parle aussi bien le français que l'anglais. Les 16 encerclent l'équipe d'arpenteurs, qui sont beaucoup moins nombreux. Louis débarque de son cheval et s'adresse aux envahisseurs. « You'll go no further. This land belongs to Mr. Marion. » Janvier Richaud, le plus grand des 16 métis, place son pied fermement sur la chaîne de l'arpenteur, l'écrasant, en affirmant sa position de pouvoir. La résistance de la Rivière-Rouge vient de commencer. Tan. Partie 6. McDougall part en voyage.
le même jour que Louis Riel, âgé seulement de 25 ans, initie une résistance légitime contre des arpenteurs étrangers n'ayant aucun droit d'être là, William McDougall part d'Ottawa pour aller prendre son poste de lieutenant-gouverneur dans le futur territoire du Nord-Ouest. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Ben, c'est pas complètement vrai. Il s'est fait dire plusieurs fois de ne pas presser les choses. C'est juste lui qui est ignorant. Ben, c'est ça, ils ont dit. Si tu veux pas perdre ta tête, t'es aussi mieux de pas te rendre là. Mais que si tu veux, McDougall, c'est une merde. Le voyage vers Fort Garry, vers Saint-Boniface, c'est le même trajet que Louis a fait en 1858. Un très long voyage à travers les États-Unis avec un long trajet de chariot de 600 km jusqu'à Fort Garry. McDougall, c'est comme la princesse qui voyage dans le désert dans le film Spaceballs. Sauf que c'est pire, parce que ça prend 60 wagons remplis au maximum, tirés au bœuf, pour emporter toutes ces cochonneries avec lui. 60? 60 wagons. Mais tu sais, OK, pourquoi avec des bœufs? Ça prend bien plus de temps avec des bœufs qu'avec des chevaux? Bonne question. Comme ma source est anglaise, puis c'est toujours comme carried by oxen. Comme je comprends que c'est vraiment fort, mais c'est pas vite, là. Non, ben c'est pour ça que 600 km, ça lui prend 28 jours aussi. Colin. Fait que là, je ne vais pas vous endormir avec tous les détails et manœuvres politiques que Louis exécute, mais bref, à 25 ans et sans aucune expérience, Louis, c'est un véritable génie politique. Un orateur charismatique, un stratège brillant, un leader naturel. Quand McDougall atteint la frontière entre le Minnesota et la terre du Rupert, il est accueilli par deux métis. Janvier Richaud, le géant, est l'un d'eux. Ils ont un message écrit adressé à McDougall. Le Comité national des Métis de la Rivière-Rouge ordonne à William McDougall de ne pas entrer dans le territoire du Nord-Ouest sans la permission du comité. La réponse de McDougall est perdue à l'histoire, mais apparemment que c'était pas mal raciste. Surprise, surprise. Le problème ici, c'est que McDougall n'y arrive pas avec une escorte militaire. Non, il a dû passer à travers les États-Unis pour se rendre là. Pas question que les Américains permettent des militaires canadiens ou britanniques de passer sur leur territoire. Le chemin Dawson de Thunder Bay, il n'est pas encore terminé, puis il n'y a pas de chemin de fer vers l'ouest non plus. Les Métis sont en position de pouvoir. McDougall va quand même entrer dans le territoire une couple de jours plus tard avec ses 60 wagons, mais il va se faire tourner de bord assez vite par la cavalerie métisse. Ambroise Lépine ordonne à McDougall et à sa caravane de retourner aux États-Unis, de sortir de leur territoire. McDougall exige à savoir qui ose lui ordonner de rebrousser chemin. Oh, excuse you. Tu sais, probablement du genre « Who doth dare prevent William McDougall from reaching Fort Garry? » Les métis, mon calice. Lépine répond « Le gouvernement. » Oh! Partie 7, McDougall le tricheur. Louis Riel apprend que les Canadiens, puis rappelle, je te dis tantôt, c'est les orangistes puis les Anglais pro-annexation, planifieraient la capture de Fort Garry, lieu d'administration de la compagnie Baie d'Hudson. Le 2 novembre, les Métis prennent contrôle de Fort Garry, sans aucune résistance, sans tirer un seul coup. Le gouverneur McTavish et les employés de la compagnie ne résistent pas. En contrôlant Fort Garry, Louis Riel et les Métis contrôlent la vallée de la Rivière-Rouge et par extension, le territoire du Nord-Ouest. Louis est très raisonnable. Il dit qu'ils sont tous des sujets loyaux de la reine et que le seul et unique but de son gouvernement est de négocier justement l'annexation de leur territoire dans le Canada, comme le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse l'avaient fait quelques années avant. Ils refusent tout simplement d'être vendus sans aucune consultation. Le Comité national des Métis élabore une liste de droits qui est super moderne pour 1869. Genre qu'on ait le droit de voter, qu'on ait une législature locale pour faire nos propres lois, qu'on ait de l'argent pour bâtir des chemins et des écoles, qu'un chemin de fer soit construit nous reliant au Canada, puis que l'anglais et le français soient reconnus comme langues officielles du territoire. Qui est tout raisonnable. Oui, puis les métis francophones forment comme la grande majorité du monde, puis ils veulent quand même juste l'égalité pour tout le monde. C'est ça. Ils ont 14... leur liste de droits, il y a 14 points dessus, puis c'est tout du stuff qui a bien de l'allure. Là. Comme tu dis qu'il ferait... que les gens pourraient demander aujourd'hui. Oui, c'est moderne. Oui. Ça file pas comme l'ancien temps, pantoute, cette loi-là. Puis là, qu'est-ce que McDougall ignore, c'est qu'à Ottawa,
Quand le premier ministre, Sir John A. Macdonald, apprend qu'il y a du trouble à la Rivière-Rouge, il veut rien avoir avec ça. Oh. C'est un suicide politique pour lui à ce temps-là. Ottawa décide de retarder l'annexation du territoire, prévue pour le 1er décembre, à une date antérieure lorsque l'ordre sera rétabli. Macdonald, au lieu d'envoyer les documents officiels d'annexation à McDougall, lui écrit plutôt pour l'informer du délai. Mais la lettre arrivera beaucoup trop tard. Genre après le 1er décembre? C'est ça. Ah! Oh boy! Là, le 1er décembre arrive, puis McDougall n'a rien reçu encore. Mais il ne sait pas que la date a été repoussée. Fait que McDougall, qu'est-ce qu'il fait? Il forge un document d'annexation. Non! Il veut tout faire d'avance, il est toujours bien trop pressé. Oh, le croche! Il traverse une coupe de mètres dans le territoire des Métis, s'autoproclame lieutenant-gouverneur, Hein? pendant qu'une grosse tempête de neige fait rage, dans une cérémonie absolument pitoyable. Puis, ensuite, il retourne à Pembina sur le côté américain de la frontière. McDougall envoie son faux document aux Métis. Son document dit qu'il a effectivement dissolu le conseil de la Compagnie de la Baie-du-Son et que c'est lui maintenant le boss en ville, Mais voyons donc! terminant ainsi le règne de la Compagnie de la Baie-du-Son sur le territoire. Mais en réalité, McDougall vient de créer un vide politique. Il n'y a plus de gouvernement officiel dans la région. OK. C'est le 1er décembre. La Compagnie de la Baie-du-Son n'a plus juridiction sur son territoire. McDougall vient de dire à tout le monde « Hey, la Compagnie de la Baie-du-Son n'est plus en charge, c'est moi qui t'en charge », mais Ottawa a retardé la date d'annexation. Fait qu'effectivement, il y a un vide politique. Ensuite, McDougall tente d'organiser une milice pour faire arrêter les Métis et finalement prendre pourvoir sur son territoire. Il réussit à s'organiser avec la minorité anglophone mécontente de Riel dans la région, incluant évidemment le Dr John Schultz et les autres orangistes de la région, qui sont tous très déçus que les Métis ont pris charge. Mais ça tourne au désastre assez vite. Les Métis sont beaucoup mieux organisés et disciplinés. Ça vire en chaos total pour la milice de Schultz et McDougall. Environ 45 d'entre eux, des hommes et leurs familles qui avaient joint la milice, finissent par se barricader dans la maison du Dr Schultz. Les Métis encerclent la maison. Ils sont plus de 600. Oh boy! Aïe aïe! Imagine, t'as 600 personnes autour de ta maison. Aïe aïe! Louis Riel insiste qu'on ne doit blesser personne. Après une couple de jours, le 6 décembre, les 45 Canadiens n'ont plus vraiment de choix. La situation se diffuse, même sans l'aide de Claude Poirier. J'adore. Un premier Canadien se rend aux Métis, les autres suivront son exemple. On laisse les femmes et les enfants partir, mais on emprisonne les hommes, qui vraiment, là, ils organisaient une rébellion armée contre le Comité national des Métis, le seul gouvernement légitime du territoire. Parmi les hommes capturés, l'orangiste Thomas Scott. C'est un orangiste en plus. Moi, je les imagine avec leur petite cape. Partie 8. Norbert Parisien. Norbert. Le 8 décembre, Louis Riel proclame le gouvernement provisoire des territoires du Nord-Ouest, mettant fin au Comité national des Métis. Mais Louis croit encore que McDougall est légitimement le lieutenant-gouverneur. Il ne sait toujours pas que Ottawa a retardé l'annexation. Bientôt, il apprendra que McDougall avait forgé tout ça, et par conséquent, qu'il est légitimement le gouvernement. Sir John A. Macdonald avait un peu présagé ça. Il avait écrit « Si la souveraineté de la Compagnie de la Baie-du-Son était prématurément supplantée par McDougall, il est tout à fait possible, selon le droit des nations, que les habitants forment un gouvernement par nécessité pour la protection de la vie et des biens. » Vraiment? Il connaissait, il savait comment il était McDougall, I guess. Ça a de l'air à ça, d'après ce que McDonald il dit. Wow. Comme tout le monde savait qu'il était trop pressé à tout faire d'avance. Comme je sais, c'est un croche. Je sais qu'il va probablement faire ça. Donc... Mais comme ça, c'est la seule fois où c'est que comme on peut être un peu d'accord avec McDonald dans l'histoire, là, ouais. Où c'est qu'il dit que ben hey, si tu fais ça, comme les gens là, ils vont faire leur gouvernement, puis ça va être légitime. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Fait qu'âgé de 25 ans, Louis Riel est élu président du gouvernement provisoire. Il est énergétique, charismatique et un orateur formidable. C'est un naturel et je tiens fortement à noter que Louis a accompli ce que très peu de personnes ont réussi dans l'histoire humaine.
il a établi un gouvernement autochtone, démocratique et bilingue. Il a mené une rébellion sans aucune violence contre une autorité canadienne déterminée à leur refuser leurs droits. C'est tout un accomplissement. Là, tu peux t'imaginer, Mireille, il va avoir toutes sortes de négociations politiques avec le Canada, blablabla, c'est plate ça n'a pas rapport à l'histoire. Arrive le 9 janvier, ça fait 1 mois qu'on a incarcéré les Canadiens qui s'étaient barricadés chez Schultz. 9 prisonniers ont déjà été libérés en promettant leurs allégeances au gouvernement provisoire. Ah oui, OK. Ouais, c'est genre, comme on va vous laisser partir, si vous signez un papier disant que vous reconnaissez que les Métis forment le gouvernement. T'sais. There you go. Ouais, comme ils essaient d'être justes, ils veulent pas avoir du monde en prison. Ouais. Comme ça prend des ressources, là, nourrir ce monde-là tout le temps, ils sont 45. Oui. Puis, il me semble que j'ai lu la prison du Fort Garry, elle peut accueillir rien que comme une dizaine ou une quinzaine de personnes, fait qu'ils sont probablement tout entassés. Ils sont tout entassés dans des cellules. Ceux qui étaient encore incarcérés tentent de s'évader. Il y en a une dizaine qui réussissent à se sauver. Mais là, c'est le 9 janvier, c'est à Winnipeg, il fait fret en tabarnak dehors. Les hommes sont pas pantoute habillés pour le froid. 5 sont retrouvés dès le lendemain. Mais parmi les évadés, le Christ de fatigant Thomas Scott. Bon. Scott et ses gros prisonniers évitent les patrouilles métisses et réussissent à rejoindre Kildonan, un village anglophone à environ 100 km de là. John Schultz, lui, réussira à s'évader dans une deuxième tentative le 23 janvier. Fait que là, avance au 12 février. Après plein de politicage, Louis détermine que les prisonniers qu'ils ont, les 36 qui ne s'étaient pas évadés, posent plus aucun risque à son gouvernement. 16 d'entre eux signent un document d'allégeance au gouvernement et sont relâchés. Certainement, les autres auraient été libérés le prochain jour, mais on entend une rumeur qu'une gang de Canadiens, des orangistes, planifie d'attaquer le gouvernement provisoire au Fort Garry. Oh my. 5 semaines auparavant, Thomas Scott et ses baronnets s'étaient évadés et planifiaient leur revanche depuis. Ensuite, John Schultz s'était joint à eux. Il avait réussi à recruter quelques dizaines d'Anglais avec des bâtons. Encore loin, des centaines de métis bien armés, équipés et organisés. Justement, ils sont bien caves. Mais là, en plus, mais John, il avait pas déjà signé le papier, lui? Oh non, ça y a pris par 2 fois avant de pouvoir s'évader, lui, là. Oui, c'est ça. Scott et ses baronnets se sont évadés la première fois, puis une couple de semaines après, John Schultz s'est évadé. On elle va être 3 ou quelque chose. Puis là, ça sonne peut-être comme une opération Mickey Mouse, là, leur prison, là, mais c'est à cause Fort Garry, c'est tout construit en bois. Je pense qu'ils réussissent juste à comme genre couper les barreaux ou comme briser un châssis, quelque chose de même. Il n'y a rien à en faire. Hein? C'est pour ça qu'ils sont capables de s'évader. OK, là. parce que je sais pas dire, voyons. Ça prend ils watchent pas, comme, qu'est-ce qui se passe? Ben exactement. Il y a des gardes qui les surveillent tout le temps, mais comme aussitôt qu'ils ne regardent pas, tu peux prendre ta chance d'essayer de juste briser le mur. Là, Les Métis, avec un bon réseau de surveillance, apprennent tous les détails de l'attaque de Schultz et Scott. Louis Riel retient ses hommes de ne pas attaquer en premier. Une attaque métisse serait un massacre. Les Canadiens ne sont pas bien armés du tout. Louis veut éviter le massacre à tout prix. Entre-temps, Scott tente d'assassiner Louis à son domicile. Mais Louis n'est pas là, il est au Fort Garry. Scott défonce dans la maison et s'exclame à haute voix « Métis scoundrel !» Il crie que quand il trouvera Louis Riel, il n'hésitera pas à le tirer. Ben voyons donc. Comme, je comprends qu'il le met en prison, là, mais il a jamais fait de mal. Scott, il a une haine comme inexplicable pour les Métis, puis pour Louis Riel, ça n'a aucun sens. Puis c'est pas juste, comme tu vas voir plus tard, là, comme c'est même pas le pire de Scott encore. Aïe, OK. Quelques jours plus tard, Scott et sa gang de bandits appréhendent Norbert Parisien, un métis d'une 50aine d'années. Norbert s'était rendu au village de Kildonan par curiosité, là où Scott se cachait. Les Canadiens croient que Norbert est un espion pour les Métis. En réalité, Norbert souffre d'un retard intellectuel puis il était réellement juste curieux d'aller voir ce qui se passait là-bas. Oh non. Norbert est séquestré par Scott, mais le lendemain matin, en revenant de la chiotte, Norbert réussit à s'évader et s'empare d'un fusil. En se sauvant, Norbert tombe sur un villageois à cheval.
Le villageois s'en allait informer les Canadiens que Riel venait tout juste de libérer tous les prisonniers. Mais Norbert croit qu'il s'agit d'un de ses ravisseurs. Il tire son fusil et atteint le villageois au poignet. Il tombe de son cheval, puis Norbert le tire une deuxième fois dans la poitrine. Ah non. Scott et les Canadiens, qui sont à la course après Norbert, le recapturent immédiatement, puis ils le battent violemment. Oh. Thomas Scott le frappe à la coup de hache à la tête. Ben là, c'est pas juste le battre violemment, là, c'est le tuer. Ils prennent son foulard, ils Non. l'attachent alentour de son cou, puis ils le traînent un peu partout alentour, Ah, what? laissant une trace de sang serpenter derrière Norbert. Ah, Colin. Un prêtre intervient et réussit à arrêter la rage de Scott et ses Canadiens. Battu à coups d'hache, Ah, ils sont malades. Norbert n'est pas encore mort. Ah, Colin. Le lendemain, le villageois que Norbert avait tiré plaide avec les Canadiens de ne pas punir Norbert. Oh. Il dit « The poor simple fellow was too frightened to know what he was doing. » Quelques heures plus tard, il décédera de ses blessures par balle. Norbert, lui, souffrira pendant 6 longues semaines avant de mourir. Louis Riel, en apprenant tout ce qui s'était passé, a peur qu'une guerre civile éclate entre Métis et Canadiens. Mais, comme qu'il est un bon politicien, il réussit à diffuser la situation et la plupart des Canadiens abandonnent leur plan d'attaque sur Fort Garry. Ceux qui n'abandonnent pas sont tous éventuellement capturés par les Métis quelques jours plus tard. Mais pas avant que Thomas Scott les traite tous de lâches pour ne pas résister aux Métis. La réalité, c'est que leur cause est perdue, puis ils veulent juste manger puis retourner chez eux. Seulement quelques jours après que Louis avait libéré tous les prisonniers, voilà que sa prison est encore pleine à capacité. Encore, hein? Ça n'a pas de bon sens. Partie 8. L'insupportable Scott. Le gouvernement métis, puis tout le monde vraiment, ils en ont assez des foleries de Thomas Scott. Scott n'est pas seul, il y a 4 autres Canadiens identifiés comme étant des gros brasseurs de merde aussi. Mais Scott, c'est de loin le plus désagréable. Les 5 hommes sont jugés pour trahison par le gouvernement métis et sont tous condamnés à mort. La mère du villageois qui venait de mourir, celui tiré par Norbert Parisien, vient plaider sa cause à Louis Riel. Elle lui dit de prendre pitié, qu'il a eu assez de sang versé déjà, de ne pas exécuter ces 5 hommes. Oh, wow. Louis, il a toujours pas de sang sur ses mains, puis il accepte la plaidoirie de la mère et annule les exécutions. Qui était quand même rare dans ce temps-là, right? Ah, très rare. Comme même aujourd'hui, il y a plusieurs pays que, comme trahison, c'est un des plus grands crimes que tu peux commettre. Oui. Thomas Scott, lui, il voit tout ça comme un signe de faiblesse. Il déteste profondément les Métis et Louis encore plus. Il n'y a pas de bon sens parce que il lui a épargné sa vie puis il est même pas capable d'accepter. Non. Dans le passé, dans une ivresse totale, il avait accosté Louis dans les rues de Winnipeg, lui criant des insultes racistes et menaçait de le battre. Seule l'intervention de plusieurs autres hommes alentour avait empêché que Thomas Scott se mette à battre Louis. Les co-prisonniers de Scott, plus tard, vont dire qu'ils étaient bien traités dans la prison du Fort Garry. Ils étaient bien nourris, ils mangeaient la même chose que les gardes métis. Sauf que les gardes avaient le droit à mettre un peu de sucre dans leur thé. Vous autres, vous n'avez pas de sucre. C'est actually cute, ça. Ouais, j'insistais à mettre le détail. Ils disent que la pire chose pendant leur emprisonnement, c'était d'être en présence de Thomas Scott. Oh wow, il voulait pas être avec lui. Ouais, c'est co-prisonnier, là. Wow. L'un d'eux écrit « On aurait été confortable si ça ne serait pas de Scon Scott qui mène le train sans cesse. » Wow. Il donne des coups de pied au mur, crie à tout bout de champ et insulte constamment les gardes métis. Scott est tellement insupportable que les autres Canadiens détenus demandent s'il peut être envoyé ailleurs. Ouais, c'est ça, je t'avais pas pensé. Tu sais, quand ils ont le trou, là, c'est ça, le the hole? Non, Ouais, comme un confinement ça, solitaire. Oui. Ils veulent envoyer Scott ailleurs pour qu'il n'ait plus besoin de l'entendre. Il crie aux gardes qu'il fera pendre chacun d'entre eux lorsqu'il sera libre. Wow. Il est même violent avec ses confrères canadiens. Il jure que quand il sortira de prison, il va tuer Louis Riel. Puis là, encore une fois, il y a des sources pro-anglaises qui disent que Scott souffrait de diarrhée, puis c'est pour ça qu'il était insupportable. Ah ben oui.
Je crée pas ça pantoute. Tout le monde qui a une diarrhée sont de même. Ouais, tout le monde qui ont une diarrhée, là, tes co-prisonniers, là, tes buddies avant, là, ils écrivent des livres plus tard là, qui disent comment désagréable puis horrible que t'étais. Là. Sauf de diarrhée. C'est pour ça que je crie puis je veux tuer tout le monde. Ouais, c'est un autre exemple de propagande contre Louis Riel, ça. Là. Unreal. Le 1er mars, Scott et un autre prisonnier réussissent à forcer la porte de leur cellule, attaquent 2 gardes métis et crient aux autres prisonniers de faire pareil. Ils sont rapidement maîtrisés par plusieurs gardes métis qui en ont carrément assez du fou raciste Thomas Scott. Les gardes traînent Scott dehors pour lui crisser une bonne volée. On les blâme dessus. Ça fait des semaines qu'ils tolèrent le comportement raciste et haineux de Scott. Et là, il vient de les attaquer en plus. Il se fait tabocher un peu, mais un membre du gouvernement remarque ce qui se passe dehors et intervient. La raclée que Scott reçoit n'arrête pas ses insultes et ses injures. Il continue? Il continue de crier des choses ridicules, racistes et fanatiques. Louis décide de parler à Scott, mais ça sert à rien. Scott traite Riel d'enfant de chienne. C'est la pire des pires mardes. Wow. Scott, il dit « Les métis sont une bande de lâches, ils vont jamais oser m'exécuter. » Comme, il court après, là. Absolument. Wow. Oh là là. Finalement, tout le monde en est au bout de leur patience avec Scott. Il est à nouveau jugé pour trahison le 3 mars. Ambroise Lépine préside la cour et 6 jurés décident à 4 voix contre 2 de condamner Scott à mort. Encore une fois. Louis Riel ne fait pas partie du jury. Il ne vote pas dans cette décision. Ah. Certains plaident encore une fois pour la clémence, mais on veut faire un exemple de Scott. Le lendemain, les gardes escortent Scott à l'extérieur du Fort Garry. On lui bande les yeux. Oh! Puis ça, Scott s'exclame « This is horrible. This is cold-blooded murder. » Puis ensuite, il se met à pleurer. Ah bon? Scott s'agenouille dans la neige. 6 exécutionneurs pointent leurs fusils vers Scott. 6? Et tirent tous en même temps. Quand il y a mort par fusil, il y a souvent beaucoup, beaucoup plus qu'une personne, juste pour pas que tu puisses blâmer seulement qu'une personne. Oh, OK. Ben, blâmer, je veux dire. Comme ils disent, en anglais, c'est Death by Firing Squad, là, ouais. Il y a toujours plusieurs tireurs. Okay. 6 exécutionneurs pointent leurs fusils vers Scott et tirent tous en même temps. Scott s'effondre au sol, mais il n'est pas encore mort. Certains spectateurs disent l'entendre gémir. Ah! Un des exécutionneurs s'avance de plus près et achève Scott d'une balle à la tête avec son revolver. Oh my God. Thomas Scott avait échappé à sa première peine de mort. Ouais. Puis un des prisonniers avec Scott, George William Sanderson, écrira plus tard « Il n'y a aucun doute que Scott aurait été épargné et libéré en même temps que nous s'il serait bien comporté. » Ben ouais, comme ferme ta gueule. Oh my gosh. Urk. Je l'ai dit une couple de fois, il y a beaucoup de sources qui tentent de blanchir Thomas Scott, mais même ses propres co-détenus, ils écrivent que Scott il aurait pu s'épargner lui-même. Ben oui. Partie 9. L'exil. En Ontario, la réaction à la mort de Scott est instantanée. Scott est un martyr et Riel est son assassin. Il était même pas là. Un pauvre colon ontarien, parti civiliser l'Ouest, assassiné cruellement par un sauvage. Oh non. Le journal Toronto Globe en fait un cri de ralliement propagandiste pour les orangistes. Le journal exige que le gouvernement exacte une revanche pour le meurtre de Scott. Des pamphlets circulent avec le message « Red River Outrage, a rope for the murderer Riel ». Au Québec, on voit plutôt Louis Riel comme un défenseur des droits francophones. Louis est un héros. John Schultz, lui, il retourne en Ontario pour alimenter le feu de la rage populaire contre Louis Riel. Mais il y a quelques problèmes avec leurs exigences. Thomas Scott n'a pas été assassiné, il a été jugé et trouvé coupable. Puis en plus, rien de ça se produit au Canada. Thomas Scott a été jugé par le gouvernement provisoire des territoires du Nord-Ouest. Puis en plus, Louis Riel ne faisait même pas partie du jury qui a trouvé Scott coupable. Mais depuis quand que les faits et la réalité réussissent à changer l'opinion d'une foule enragée? Exactement. OK, de retour au gouvernement provisoire. Le gouvernement fédéral va accepter qu'ils envoient des négociateurs à Ottawa pour négocier l'annexation de leur territoire.
Louis n'ira pas négocier. C'est lui le président du gouvernement provisionnel. Il envoie à la place quelques-uns de ses proches avec une liste de demandes. On va leur accorder une province qui sera le Manitoba, nom choisi par Louis Riel. Un des points de négociation très importants, ça va être d'accorder une amnistie à tous ceux qui ont participé aux rébellions. Rébellion que je te rappelle, il a fait seulement 3 morts. Tu sais, un accident, le villageois, un meurtre, Norbert Parisien, et puis une exécution, Thomas Scott. C'est une rébellion pas mal civile, tant qu'à moi. Puis l'exécution, il a été jugé par le gouvernement. C'est comme... C'est ça. Les Métis sont pas fous. Ils savent que les Ontariens veulent se venger pour la mort de Scott. Tellement que John Schultz et ses orangistes avaient fait émettre des mandats d'arrestation contre les négociateurs et les avaient transmis à la police d'Ottawa. En arrivant à Ottawa, les négociateurs métis avaient été arrêtés et incarcérés, jusqu'à ce qu'un juge d'Ottawa déclare qu'il n'avait pas aucune juridiction à ce qui s'était produit à l'extérieur de sa province. Au moins, le juge a du bon sens. Ouais. Du même ton, John A. MacDonald et Georges-Étienne Cartier disent aux négociateurs métis que une amnistie pour le gouvernement provisoire, c'est pas vraiment nécessaire, parce que la rébellion, c'était à l'extérieur du Canada. On leur dit, vous pouvez demander une amnistie à la reine, puis on est certain qu'elle va vous l'accorder. Les négociateurs, un peu imbécilement, acceptent le raisonnement du premier ministre. Ce qu'ils ne savent pas, par exemple, c'est que Sir John A. MacDonald, c'est une couleuvre. Oh! Il n'a aucune intention de respecter son entente avec les Métis à la lettre. Son but, c'est tout simplement de les apaiser le plus vite possible pour s'en débarrasser, tout en rassurant la reine que la situation était sous contrôle. La seule raison qu'on n'a pas écrasé la rébellion dès le début, c'est qu'on ne pouvait pas, parce qu'il n'y a pas encore de chemin de fer pour se rendre à Winnipeg, pas de chemin de fer pour envoyer des soldats pour prendre le contrôle de la situation. C'est sûr qu'on leur a donné une province, mais le plan, c'est de l'inonder de colons anglais. Non. Et de punir tous ceux responsables pour la mort de Scott. Et ça, même si le Canada n'avait aucune juridiction, quoi que ce soit, sur le territoire au moment du procès à Scott. Le gouvernement canadien décide d'envoyer une expédition, en guillemets, de paix, Ben oui, de paix. vers le Manitoba, Sure. pour protéger les intérêts de sa nouvelle province. On envoie le colonel Garnet Wolseley et environ 1200 hommes en expédition. Les États-Unis empêchent catégoriquement que des troupes canadiennes entrent sur son territoire. Donc, Wolseley et ses hommes doivent se rendre à Winnipeg à pied. Ah, à pied, vraiment? Ils partent de Toronto en mai 1870 OK. et arriveront à Winnipeg à la fin d'août, tout l'été. Ah, ouch. Les 1200 hommes avec lui sont surtout des Ontariens qui veulent la tête de Louis Riel. Ben oui. Wolseley n'est pas mieux. C'est un impérialiste britannique typique qui croit que n'importe qui avec une descendance autochtone est un sauvage. Ah, Louis restera à Fort Garry jusqu'à la dernière minute. Il voit le colonel Wolseley quand il se sauve. Il sait que s'il ne part pas de là, il va se faire tuer. Plusieurs autres métis se sauvent aussi, ceux qui formaient le gouvernement, incluant Ambroise Lépine, sachant que l'amnistie qui leur a été promise n'arrivera jamais. ouais. Vous imaginez voir 1200 personnes arriver vers toi à pied? Ils sont tous choqués, là. Ah oui. Ils ont tous été craqués par la propagande de John Schultz. Hey. Ça fait, tu sais, tu sais, mai, juin, juillet, août, ça, comme un bon 3 mois et demi qui marchent dans le bois, dans les mouches, dans le swamp, dans le nord de l'Ontario, là. Tu sais, comme... Hey! Hey! On va prendre une petite marche de 20 minutes, puis ça... c'est assez avec les mouches. Puis il n'y a pas de stuff à mouche dans ce temps-là. Ils sont enragés bien noirs, ce monde-là. Puis ils veulent spécifiquement attraper Louis Riel puis la gang que, dans leurs yeux, ont tué Thomas Scott. Ça fait comme 4 mois qu'ils se font primer, puis c'est rien de ça qu'ils parlent, probablement, là. Probablement. Hey. Pendant les prochaines années, Louis s'exilera plusieurs fois aux États-Unis. Puis même là, il est suivi par des assassins engagés par John Schultz. Aux États, en plus? Il doit se déplacer souvent pour les éviter. Ben voyons donc. Louis retournera quand même plusieurs fois pour vivre à Saint-Boniface, mais il devra toujours finir par s'exiler dû aux pressions constantes de John Schultz et des orangistes, Hey. qui, eux, gagnent de plus en plus de pouvoir et d'influence.
Louis essaie tout pour obtenir son amnistie. Dans les élections fédérales de août 1872, Georges-Étienne Cartier, le vice-premier ministre du Canada, est défait dans son comté de Montréal. Louis avait planifié de se présenter aux élections à Saint-Boniface et sa victoire était un fait accompli. Mais il donne sa place à Cartier dans son comté du Manitoba comme faveur à MacDonald et Cartier. Cartier est élu et regagne son poste aux côtés de Sir John A. Macdonald. Ironiquement, c'est la générosité de Riel qui redonne le poste à Cartier, lui qui n'avait jamais répondu aux lettres de Riel quand il se cherchait un emploi à Montréal c'est vrai! après la mort de son père. Wow! Cartier promet à Louis de l'aider avec son amnistie. Mais, il y a toujours un mais, Cartier est mourant. Après l'élection, il se rend dans un hôpital de Londres en Angleterre où il mourra de complications avec ses reins quelques mois plus tard, n'ayant pas pu aider Louis avec son amnistie. Hey, ça va mal? Ça va très mal. Quand même, Louis sera élu à la Chambre des communes après le décès de Cartier. Il se rendra même jusqu'à Ottawa et entrera dans le Parlement pour signer le registre des députés, mais il sortira aussi vite qu'il a entré. Il est recherché. Les Ontariens veulent sa tête. Oh, come on. L'Ontario promet même une récompense de 5 000 $ pour la capture de Louis. C'est un membre élu du Parlement canadien. Louis est facilement réélu aux prochaines élections, mais il ne participera jamais au débat parlementaire parce que c'est un homme recherché en Ontario. C'est donc ben fou! Puis le Parlement est en Ontario. Le symbolisme de son geste est suffisant pour que l'opinion publique québécoise penche fortement de son côté. Ridicule. En 1873, un mandat d'arrestation contre Louis Riel et Ambroise Lépine est émis au Manitoba. Gracieuseté des orangistes. Ben oui! Ambroise Lépine est arrêté et emprisonné. Louis, lui, est en exil. Après avoir passé à travers 2 juges qui déclarent correctement que le Manitoba n'avait pas juridiction au moment du crime, un 3e juge accepte finalement de procéder avec le procès de Ambroise Lépine. Puis là, je suis pas avocat, là, mais comme pourquoi que tu peux juste continuer Ben c'est ça. à aller un juge après l'autre jusqu'à temps que tu empoignes un cave qui décide que, ah ben oui, on a juridiction finalement. Ça sonne un peu comme ceux qui sont certains qui ont une certaine maladie, là. Ah, OK. Ce docteur-là me dit que j'ai pas la maladie, je vais aller voir un autre docteur. Je vais aller voir un autre docteur jusqu'à temps que j'ai un diagnostic qui fasse mon affaire. Ouais. Ça sonne comme ça, là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ils ont passé au travers de 2 juges. Ouais. Puis ils ont absolument raison, ces juges-là. Ils devraient pas avoir le droit, là. Comme, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que quand le Manitoba s'est joint au Canada, c'est comme plus tard, dans 1870. Puis tout ce qui est arrivé avec Scott, c'est avant qu'ils ont signé le Manitoba Act. Oui. Comment qu'un juge du Manitoba peut juger pour quelque chose qui est arrivé avant que le Manitoba existe? Ah, ça m'insulte. Mais peut-être qu'il y a eu un pot de vin. Ah, sûrement. Puis Ben je veux oui, dire... c'est croche. C'est plein de crocheries. C'est une gang de racistes. C'est de la politique. Ambroise Lépine sera trouvé coupable du meurtre de Thomas Scott et condamné à mort par pendaison. Non, voyons. En réaction à la sentence, les ministres francophones du Canada menacent tous de démissionner. Comment que c'est un meurtre quand il a été jugé et condamné? C'est parce que les autres, un de leurs points, c'est qu'ils reconnaissent pas le gouvernement provisoire. Ben, mais comme c'est too bad so sad. Il n'y en avait pas de gouvernement dans ce temps-là. Là. C'est ça. Ils ont formé légitimement leur propre gouvernement démocratique provisoire. OK, fait que tous les ministres francophones, ben la plupart, j'imagine, menacent qu'ils vont démissionner. Ça force le nouveau premier ministre, Alexander Mackenzie, de finalement accorder une amnistie à Lépine et Riel. En fait, le 11 février 1875, après 5 ans d'exil et de déplacements constants, 5 ans! Mackenzie déclare un pardon pour tous impliqués dans la rébellion, sauf Louis Riel. Pourquoi? Sauf... What? Pourquoi? Louis recevra son amnistie, mais à condition qu'il s'exile pour un autre 5 ans. Ben là, pour? C'est ça la condition. Je savais qu'il y avait un mais. Je savais ça. Non. Il n'y a pas le choix d'accepter. On le sait, là, comment que ça finit, mais je veux dire, c'est quoi cette histoire-là? Lépine, lui, il voit sa peine de mort réduite à une peine de 2 ans de prison. Fait que c'est pas exactement une amnistie. Non, là, ça ne l'est pas pantoute. On lui offre de sortir immédiatement de prison
s'il accepte de s'exiler lui aussi pour 5 ans. Ben, Mais Ambroise crache sur l'offre et purge sa peine de 2 ans. Je pense que j'aurais fait la même chose. je sais pas. Parce 2 que je sais pas c'est quoi les conditions de prison là-bas, là. 2 ans en prison, éloigné de ta famille, ou 5 ans ailleurs, éloigné de ta famille. Mais tu peux pas amener ta famille avec toi. Je vais m'exiler ailleurs, avec Ouais, mais ma famille. Ça peut être dur, ça, là. Ah, je sais, mais... Tu prends le 2 ans, puis c'est comme... C'est déjà gross dans ce temps-là, tu sais, c'est déjà pas mal. C'est le principe de la chose aussi, là. Ouais. Ah, je sais pas. Partie 10. La bataille de Batoche. Batoche. Là, je saute par-dessus bien des détails, parce que ça n'a plus vraiment rapport avec l'exécution de Thomas Scott. Louis déprime beaucoup en exil. Il séjourne même dans un asile aux États-Unis. Oh non! Puis on le blâme dessus. Louis est très intelligent et il comprend très bien ce qu'il a accompli. Et qu'est-ce que cet accomplissement lui a donné? Un exil de son pays et de sa famille. Ouais. Il devient fanatiquement religieux et commence à croire qu'il est envoyé par Dieu pour sauver les Métis. Je ne l'ai pas vraiment mentionné avant, mais Louis a toujours été très religieux, même s'il n'est jamais devenu prêtre. Il va éventuellement s'établir au Montana et devenir enseignant. Il va se marier en 1882 avec Marguerite Monet, dit Belle Humeur, et avoir 2 enfants, Jean-Louis et Marie-Angélique. Oh. En 1885, un nouveau rébellion prend place au Canada, dans le territoire du Nord-Ouest. Les territoires qui n'ont pas été incorporés dans la province du Manitoba que Louis a aidé à fonder. Les rebelles demandent à Louis de les mener, d'être leur chef. Il a déjà fait ça avant. On veut qu'il répète son succès à nouveau. Ils vont avoir une coupe de succès au début. C'est le greatest hits de Louis Riel. Il déclare un gouvernement provisoire, puis il demande une négociation juste du gouvernement canadien. Mais la grosse différence cette fois-ci, c'est qu'on a construit un chemin de fer dans le dernier 15 ans depuis les rébellions de la Rivière-Rouge. Le Canada déploie rapidement des forces pour écraser les rébellions. Louis et les rebelles sont éventuellement capturés à la bataille de Batoche. Oh. Il est accusé de trahison et son procès devrait avoir lieu à Winnipeg. Les cours de Winnipeg, à ce temps-là, ils ont la juridiction légale sur les territoires du Nord-Ouest. Sir John A. Macdonald, qui est à nouveau premier ministre du Canada, Il est revenu. il sait qu'un jury sera très favorable pour Louis à Winnipeg. Ouais. Et il manigance pour que Louis soit jugé à Regina au lieu. Ah, pas vrai. Ça fait bien l'affaire de MacDonald, la couleuvre, ça. Ben oui. Il n'a jamais eu sa revanche contre Louis Riel. Louis est jugé pour trahison et est trouvé coupable. Mais le jury recommande la clémence. Le juge Richardson, pourtant, ignore le jury et condamne Louis à mort. Ben voyons. Ils ont-tu le droit de faire ça? Probablement Dans sous ce temps-là. l'influence de Sir John A. Macdonald. Aïe, aïe. Mais tu te rappelles dans épisode 8, Sarah Whitehead, Oui? le juge change la sentence à un moment donné, puis on a parlé de ça. Là. Fait que j'imagine que c'est quelque chose qu'ils font. Là. Oui, c'est... Ah oui, elle était cool. C'est Ouais, une bonne c'est- juge, elle. Oui, je l'aimais. Ouais. C'est comme Judge Judy. Mais lui, je l'aime pas. Non, le jury recommande la clémence pour Louis Riel, Ouais. puis le juge est comme non, faut Ah. qu'il meure. Ça n'a pas de sens. Le gouvernement MacDonald est inondé de lettres de Québécois catholiques demandant la clémence. Les Québécois voient en Louis l'exemple de la minorité francophone opprimée par les Anglais protestants. Exactement. Oui. MacDonald empêche catégoriquement que la peine de mort soit commuée. Puis, attache ta tuque, Mireille, Un attache à tuque. MacDonald dit de Riel, il sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Oh my God, il a dit ça? Fait que quand vous voyez aux nouvelles là, que les gens veulent enlever des statues de Sir John A. Macdonald un peu tout partout au Canada, ben demandez-vous pas pourquoi. Les chiens du Québec. On est des chiens. On aboie pour Louis Riel. C'est ça qu'il a dit. Wow. Fuck you, MacDonald. Comme on est ontarien, là, mais Ben, on n'est pas... on vient du Québec. On vient du Québec, là. Nos descendances du Québec sont fortes. Ah, c'est Diff qui a dit ça. Fait que l'épouse à Louis Riel, Marguerite, elle accouche d'un 3e enfant, Oh. mort-né Non. le oh. 21 octobre, pendant que Louis est en prison à Regina et attend sa mort. En plus.
Louis Riel est pendu le 16 novembre 1885. Il avait 41 ans. Ah, Marguerite, son épouse, horrible. elle décède l'année d'ensuite à 25 ans. Ben voyons donc. Tous ses enfants, c'était des orphelins. Marie-Angélique, en 1897, elle meurt à 14 ans. Je sais pas de quoi. Ouais. Puis Jean-Louis, son fils, il meurt en 1908 à 26 ans. Une fin tragique à une histoire tragique. Ben voyons. 50 ans plus tard, un des jurés au procès de Louis dira que Louis Riel a été jugé pour trahison, mais a été pendu pour le meurtre de Thomas Scott. C'est qui Thomas Scott, Mireille? Puis plus important, est-ce que Louis Riel l'a tué? Il était même pas là. C'était mon cas au sujet de Louis Riel. Wow. Je savais l'histoire, mais pas de même. Tu sais, nous autres, à l'école, là, on n'apprend pas ça comme ça, hein? Ben non, c'est whitewashé à la planche, là, Ouais. l'histoire. Oui. Puis ils vont jamais dire une mauvaise chose à propos de Sir John A. Macdonald à l'école non plus. Il dit jamais rien de mal à propos des premiers ministres du Canada. Hey, hein? Je l'aime pas. Je l'aime, mais je l'aime pas encore, là, ton histoire. Comment, même sa femme meurt, ses enfants meurent jeunes, ça n'a pas de bon sens. Il aurait pu au moins avoir une descendance. Mais non! Pas de justice dans ton histoire. Ben, tu sais quoi? Jean-Louis meurt à 26 ans. Il y a peut-être des enfants à 26 Ah, ans. peut-être. C'est vrai. Silver lining. Right, comme Marie-Angélique meurt Ouais. à 14 ans. J'espère qu'elle n'a pas accouché avant cet âge-là. Ben, là. je sais pas, dans ce temps-là, peut-être. Ouais. You never know, là, mais... Ah, ça fait tellement pitié. Il y a tellement pas de justice. Les orangistes, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est comme le Ku Klux Klan Ah light du Nord. Là. Ouais. Exactement. Et puis je porte un chandail orange en plus. Avec une petite capuche. Ah ouais, non, je me sentais comme si je devais brûler mes 5 piastres. Puis là, en recherchant le cas, Mhm. je voyais que, tu sais, même dans notre ère comme, en guillemets, moderne, là, il y a encore du monde qui sont en train de noircir Louis Riel. Ouais! J'ai trouvé un article, là, c'est à CBC, c'est en 2010. C'est un Ok. député conservateur, of course, c'est un conservateur, Ben oui, c'est sûr. là, à la Chambre des communes, qui traite Louis Riel de bandit, disant que Louis ne mérite pas sa statue sur la colline parlementaire. T'es pas sérieux! Mais pourquoi? C'est comme, who the fuck are you Ouais! pour dire ça? Là? Comme, qu'est-ce que toi t'as accompli dans ta vie? Là? Ouais, c'est ça. Il y a comme pratiquement personne qui peut atteindre les accomplissements de Louis Riel là, dans le Parlement canadien aujourd'hui. Là. Hey. Mais lui, c'est un sénateur. C'est un quoi? Un député Un conservateur. député. Soit un membre élu de la Chambre des communes. Pareil comme que Louis l'a été 3 fois, mais qui n'a pas pu participer, malheureusement. Là. Comme... Non, là, je sais que ma tête, là, je fais non, non, non de ma tête, puis j'ai comme... Je roule mes yeux parce que ça n'a pas de sens. Pour qui se prend? Ah... En tout cas, il va toujours en avoir en politique des affaires comme ça, là, puis des gens qui vont juste nous enrager tout le temps. Ah, ouais, tu m'as fait pogner les nerfs encore. Fait que ben, les 2 questions que j'ai posées au début puis à la fin, Mhm. c'est qui Thomas Scott? Ben, on s'en calisse. Ben, c'est ça. Puis plus important, est-ce que Louis Riel l'a tué? Non. Thomas Scott, c'était un gros frustré, raciste. C'était juste ça. Il y avait de la haine envers les métis. Il voyait Louis Riel comme un métis, puis il blâmait Louis Riel sur tout. Pour tout. Vraiment, c'était juste ça. Puis il y en a encore aujourd'hui de ça, là. Des gens qui ont tellement de haine sur du monde pour aucune raison. Puis non, Louis Riel était même pas là, il y avait même pas rapport. Ouais, mais comme moi, là, ce que je pense, c'est légalement, même si Louis l'aurait personnellement condamné à mort, puis tout, ça change rien. Il y avait aucune autorité gouvernementale. Non. Les métis ont pris charge de l'autorité. Ils ont été cléments avec tout le reste du monde. T'sais, ils ont relâché les prisonniers. Ils ont été obligés de les reprendre parce que cette gang-là, ils voulaient encore aller les attaquer. Ils avaient pas eu leur leçon la première Ouais. fois? Ils ont mis en prison une 2e fois. Oui. Puis toutes les autres qui sont ramassés en prison, sauf Thomas Scott, ils s'en ont sortis Oui. parce qu'ils sont fermés à gueule. Ben c'est ça, il était pas capable de se fermer. Il a juste recommencé. Il a
il s'en est sorti la première fois et on dit « OK, c'est correct, on va pas te tuer, on va... » Ouais, comme on le laisse passer, là. Ils ont écouté la mère de celui que Oui. Norbert Parisien avait tiré, là, malheureusement. Là. Ouais, ça, c'était triste. Mais, Caroline, femme-toi, prends ton trou, tu sais. En tout cas. Ouais, comme, tu passes à un poil de la mort, là, t'es condamné. Puis là, ils disent, OK, non, on va te laisser aller, là. Tu devrais faire comme, ouf, OK, j'ai été chanceux, là, tu sais. Puis il aurait pas pu faire la même chose pour Louis Riel. Le jury avait dit, on va le laisser passer. Ouais. Mais non. Non, mais ça, c'est comme pratiquement une rancune personnelle de Johnny McDonald. On sait que c'est une crocherie, là. Moi, je suis certain qu'il a donné des instructions spécifiques au juge. Garanti. C'est no matter what, Louis sort pas de là. Un autre cas frustrant. Fait que là, comme j'ai dit au début, j'essayais de pas faire comme un cours d'histoire là-dessus. Mais je voulais mettre comme quand même assez de détails pour qu'on puisse au moins suivre l'histoire. Là. C'est ça. Parce que tu pourrais pas juste dire commencer à Thomas Scott, là, comme c'est pas ça mon style. Là. J'aime ça raconter un petit peu quand même. Non. Mais en recherchant tout ça, par exemple, comme j'ai dit, j'ai trouvé plein d'autres injustices commises envers les Autochtones qui valent beaucoup la peine de discuter dans des épisodes futurs. Ouais, tu t'es pogné d'autres idées. Oh yes! Oh non, c'est correct. Il y a tellement d'injustices qui est arrivé envers les Autochtones, les peuples autochtones, que je suis certaine que t'as plein d'épisodes que tu vas pouvoir faire là-dessus. Là. Comme une des choses que j'ai pas dit, là, c'est qu'il y a eu toute une série de traités avec les Autochtones entre la création du Manitoba puis la deuxième rébellion où ce que Louis se fait prendre. Ouais. Puis c'est surtout de là que découle comme toute notre perception moderne des Autochtones. Comme le Canada passe le Indian Act, puis c'est ça qui les appauvrit énormément. C'est là que les écoles résidentielles sont formées, etc. Fait qu'il y a plein d'injustices qui se sont passées. Comme il y a une bonne raison pourquoi lui est retourné en rébellion une deuxième fois, c'est qu'il y a plein d'autres injustices qui avaient été commises pendant son exil. C'est ça. Juste celle des écoles résidentielles, là. Oh boy. Ça, ce n'est un gros. Plus, en tout cas, il y en a plein d'autres, le Highway of Tears. Il y a plein de choses qu'on pourrait discuter, là. C'est juste, il y en a... On va en parler. C'est ça, on va en reparler une autre fois. Là, j'étais un petit peu tannée d'être... d'être assis sur ma chaise droite, là. OK, mais on va finir ça de bas. Oui, mais... Ah non, t'as ton lavage, là. Ah oui, ma checklist de fin, oui. Fait que venez nous trouver sur Facebook ou Instagram. On est sur la piste du crime sur les deux plateformes. On met toujours des photos en lien avec les cas sur Facebook pour satisfaire vos yeux et votre curiosité. On a aussi un groupe privé sur Facebook pour des jasettes un peu plus privées. Abonnez-vous au podcast aussi sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Oui! Puis on a reçu d'autres beaux petits messages sur Apple Podcast, je crois, des gens de la France. On vous salue. Et merci pour voyons, vos 5 étoiles que vous nous avez données. Puis c'est ça, là, René va s'occuper de la merch bientôt. Bientôt. Je dis bientôt, là, parce que TikTok, let's go, René. Ben, j'avais toute une stratégie d'enligner, puis après ça a tout tombé à l'eau. Ouais. C'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le site que j'avais choisi, là? Etsy? Etsy, c'est ça. Ah ouais, mais non, ça... J'ai ouvert une boutique Etsy, puis ils m'ont tout... Ils te laissent pas, parce que c'est de... Quand ça allait ça, ils m'ont déclaré une fraude, puis là, j'étais comme, what the fuck, je suis pas une fraude? Non, mais c'est parce que Etsy, il faut que ce soit fait à la main, puis là, qu'est-ce que tu fais, toi, c'est pas fait à la main. Bon. Ou que ce soit comme presque fait à la main. En tout cas, c'est ça que moi, j'ai pu lire, là, quand René s'est fait taper ses doigts pour ça. Tu te tiens à mal. Ouais, non, moi, je parle du nouveau site que t'as trouvé, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'en vient. Je sais pas quand. Achaler René. C'est lui qui... oui, achaler-le. Puis ça va se faire un petit peu plus vite, peut-être. Peut-être qu'il va filer la pression. Puis c'est ça. Donc, on finit ça là. C'est ça. OK, bye! Bye!